Le Parlement européen célèbre son 70e anniversaire et pour marquer cet événement, entretien exclusif avec Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, que l'on retrouve à Bruxelles en compagnie de notre correspondant Europe, Paul Germain. Bonsoir Roberta Metsola et bonsoir Paul. Merci d'être avec nous Roberta Metsola. Bonsoir à vous. Alors d'abord, Mohamed, il faut dire que Roberta Metsola est bien plus jeune que ce Parlement qui fête cette année son 70e anniversaire. C'est la plus jeune présidente de l'histoire du Parlement européen. Elle est entrée en fonction il y a 9 mois à peu près. Elle est maltaise et elle est membre du PPE. C'est le plus grand groupe politique européen, un groupe de centre-droit dans lequel on retrouve notamment les Républicains en France ou la CSU en Allemagne. Et quelque chose me dit, Mohamed, que vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Absolument, Paul. Roberta Metsola, élection de mi-mandat aux États-Unis. Il faudra plusieurs jours pour connaître les résultats complets et définitifs de ce scrutin. Mais les Républicains sont en tête nettement à la Chambre des représentants qu'ils devraient remporter. C'est beaucoup plus serré au Sénat. Mais quoi qu'il arrive, Donald Trump annoncera mardi prochain sa très probable candidature à la présidentielle de 2024. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous redoutez, en tant que présidente du Parlement européen, le retour de l'ancien président des États-Unis? Plus de parler de peur, je pense que la vague rouge qu'on attendait pour cette élection, oui, les résultats, on doit encore les attendre, mais ce n'est pas la vague qu'on a pensé de voir, même si dans tout le monde, toutes les personnes qui ont la fonction, maintenant, c'est très probablement qu'on perd des élections. Pour moi, je continuerai à avoir l'espoir que les États-Unis, l'Amérique va avoir le même chemin sur l'Ukraine, sur les sanctions, sur la Russie, sur la Biélorussie, sur les relations transatlantiques que depuis 2020, ils ont repris le chemin et moi, je continuerai à être optimiste sur ça. Parce que c'est un petit peu ça la crainte, si les Républicains ont davantage de pouvoir aujourd'hui, c'est qu'ils arrêtent de soutenir l'Ukraine. Oui, on a toujours le peur, on peut dire que quelque gouvernement qu'il soit, change le chemin. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas peur de ça parce que les citoyens dans tout le monde, ils nous disent comme politiciens d'aider l'Ukraine. C'est difficile. Ça deviendra plus difficile, l'hiver sera fort, la Russie n'arrête pas, mais nous sommes toujours unis dans le G7 avec nos relations transatlantiques, avec le Canada aussi, avec, moi je veux dire, avec plus de pays en Amérique du Latin. Alors pour moi, je n'ai pas peur, je continuerai à être exigeant que les citoyens comprend pourquoi nous devons défendre l'Ukraine en soutien des valeurs qui sont communes pour nous tous. Mais vous n'avez pas peur qu'avec la crise du pouvoir d'achat, les citoyens arrêtent de soutenir d'une manière aussi enthousiaste l'Ukraine? Parce que ça coûte cher aux citoyens. Ça coûte cher pour tout le monde et on doit expliquer, premièrement, les décisions, deuxièmement, être prêt à prendre les décisions difficiles. Pourquoi difficiles? Parce que si on doit avoir, comme on a maintenant dans ce Parlement, les discussions d'avoir plus d'argent, de prêter plus, de aussi voir les différences entre tous les pays. Si on a plus de dépendance sur la Russie, si on a moins de dépendance, si on est déjà très développé entre les investissements dans le renouvelable. On votera demain dans ce Parlement le Repower EU. C'est une grosse pièce de législation que nous pouvons être moins dépendants sur la Russie. Et comme ça, les bills, les choses qu'on doit payer, ils diminueront. Le coût va Mais pour baisser. ça,
on doit prendre les décisions difficiles au niveau de l'Europe aussi. Oui. Alors l'Ukraine, on le voit bien, c'est un dossier qui vous tient très à cœur. Vous êtes d'ailleurs la première dirigeante d'une institution européenne à vous être rendue en Ukraine, à Kiev, pour rencontrer le président Zelensky. C'était au tout début du mois d'avril, un peu plus d'un mois après le début de la guerre. Il vous a impressionné, le président Zelensky? Oui, c'était une décision difficile, mais une que j'ai prise avec responsabilité. C'était le 1er d'avril. Personne n'a croyé que ça, c'était une chose que moi, je voulais faire. Vous êtes parti un petit peu en cachette, hein, 13 heures de train. Parce qu'en ce moment, Kiev, c'était toujours avec le couvre-feu. Maintenant, je suis allée parce que j'étais, depuis le début d'année, quand je suis élue, en conversation presque toutes les semaines avec les autorités ukrainiennes, avec le président Zelensky. Et quand le président du Parlement ukrainien m'a dit « Est-ce que vous pouvez venir vendredi à 13h d'adresser une session plénière spéciale du Parlement ukrainien ?» Moi, j'ai dit vous êtes oui. Parti. Ouais. Discuter par Skype avec Zelensky, ce n'était pas suffisant, il fallait être sur place. Alors, je voulais voir l'espoir et je donne la confiance que l'Europe, le Parlement européen, est à côté des Ukrainiens. Mais vous voyez, j'ai parti, quand je suis retournée à la maison, j'ai dit à ma famille, à mon mari, à mes parents, j'ai dit, ils m'ont donné l'espoir. Ils m'ont donné le courage parce que quand j'ai vu tous les parlementaires, quand j'ai vu le président Zelensky avec l'esprit de combattre pour nos valeurs, j'ai dit, c'est ça, c'est quoi l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui il faut négocier? Est-ce qu'il faut pousser Zelensky à négocier avec les Russes, avec Poutine? On voit que l'administration Biden essaie d'encourager le président ukrainien à le faire, en tout cas. Pour moi, on doit demander que la Russie part de l'Ukraine. D'abord. Après, on peut, si on peut, négocier. Oui. Pourquoi je fais ça? Parce que Poutine n'est pas arrêté en 2008, n'a pas arrêté en 2014 et n'arrêtera pas aujourd'hui. Demain, je vais à Moldavie et je vais dire la même chose pour les Moldaviens, d'être unis et d'être forts. Parce que sinon, la Russie, Poutine, le Kremlin n'arrêtera pas. Alors, et comme ça, on ne peut pas négocier. Faut-il négocier ou faut-il durcir les sanctions? Il y a ici, au Parlement européen, des députés comme le Belge Guy Verhofstadt, ex-premier ministre en Belgique, qui lui considère qu'il faut effectivement continuer à durcir les sanctions. Et il l'a dit d'ailleurs tout récemment ici au Parlement européen devant le commissaire Margaritis Chinas, qui n'a pas été ménagé. Écoutez-le. Le 8e train de sanctions, Monsieur Chinas, vous avez dit ce qu'il fallait faire, mais dans ce 8e train de mesures, il n'y a rien sur la propagande. Que proposons-nous? On donne un tour de vis supplémentaire en passant de 1232 personnalités visées par les sanctions à 1262 personnes visées. 30 de plus, essentiellement des gens qui ont participé à l'organisation des référendums d'indépendance. On ne vise pas ceux qui portent la propagande, les influenceurs, les célébrités. Le 29 juin, avec la Fondation Navalny, nous avons communiqué une liste de 135 personnes qui sort au cœur de la machine de propagande de Poutine. Combien ont été sanctionnés? 2, réellement 2. Donc pourquoi diable la Commission européenne et le Conseil ne s'attaquent pas à ceux qui sont au cœur de la machine de propagande? Roberta Metsola, on le voit, le Parlement européen est très divisé. Guy Verhofstadt réclame plus de sanctions contre la Russie. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, et tous les députés qui font partie de son camp demandent l'arrêt pur et simple des sanctions d'ici la fin de l'année parce que ça coûte trop cher, que c'est trop lourd pour l'économie européenne. Que fait-on?
Les sanctions, ils sont un outil très effectif, comme on a vu déjà pendant tous les 8 paquets, d'attaquer directement le régime de Poutine et le Kremlin spécifiquement. Oui, le Parlement veut aller plus loin. Oui, je partage tout à fait qu'est-ce qu'on a attendu maintenant, parce que moi aussi, j'ai rencontré la Fondation Navalny avec la liste qui s'était donnée des institutions européennes, les autres, pour vérifier la possibilité de mettre les sanctions sur ces gens qui font avec son argent, son soutien politique, Poutine et son entourage. Alors, pour le Parlement européen, et sur ça, les majorités sont très grandes ici. Jamais vu les majorités comme ça ici pour être plus dur, parce qu'on doit être plus dur, parce que notre réponse doit être proportionnée à ça qu'on voit à Kiev et dans toutes les villes en Ukraine tous les jours. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir l'éducation, d'avoir l'électricité, d'avoir le chauffage. On voit toutes les personnes, les enfants, les mamans, les femmes, les hommes qui veulent aller à l'école, à l'université, pour faire son shopping, I'm going to pour le supermarché. On ne peut pas. C'est ça qu'on voit en Kiev. Qu'est-ce que c'est? Notre réponse doit être forte, doit être proportionnée. Alors, Roberta Metsola, vous avez accueilli il y a quelques jours la nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni. Heureusement, pensez-vous, elle continue à soutenir l'Ukraine. En revanche, elle inquiète beaucoup les Européens parce que c'est pour la première fois une dirigeante d'extrême droite qui va occuper ce poste dans un pays fondateur de l'Union européenne. Est-ce qu'elle vous fait peur également sur certains plans? Je ne parle pas de peur sur l'Italie. Je parle sur un gouvernement élu démocratiquement, con qui doit parler. J'ai rencontré pour une heure et demie la semaine dernière Giorgia Meloni. Je suis optimiste avec caution, toujours, d'avoir un gouvernement avec qui on peut parler. Oui. Par on exemple, est exactement sur le même chemin. Par exemple, là, pour le moment, l'Italie est en train de bloquer les navires humanitaires qui arrivent dans les ports. Sur l'immigration, on doit parler. Ça, c'est quand même un point qui doit vous déranger. Vous êtes très attentive à ce respect des droits de l'homme. Moi, je viens d'un pays qui est en face de beaucoup de challenges, de défis sur la politique d'immigration. Nous avons parlé un petit peu sur ça avec le Premier ministre italien. J'ai parlé aussi sur les sanctions, sur l'Ukraine, sur la relation transatlantique. Je vois avec optimisme son choix de ministère de l'Affaires étrangères, de ministère des Affaires européen. Sur l'immigration, on doit aussi nous-mêmes, au Parlement européen, faire des lois qui ne sont pas encore pas assez pour faire face aux défis que nous avons vus. Mais nous avons aussi vu qu'avec la volonté politique, on a utilisé une loi sur l'immigration pour aider les réfugiés ukrainiens. On doit avoir la même pour les réfugiés qui viennent en Europe pour trouver une nouvelle vie, mais aussi pour éviter la persécution, pour éviter d'être refoulés avec la violation des lois internationales. Moi, je dis ça, je suis consistant sur ça et je parle sur ça avec tout le monde. Alors, Mohamed Kassi, on retourne à Paris et vous allez poser la toute dernière question. Allez, la première et la dernière question. Roberta Metsola, 2024, ça va venir très vite, ce seront les élections européennes. Vous restez présidente, oui ou non? Moi, je dois être réélue pour mon siège. Je viens d'un système électoral très proportionné, très représentatif. On n'a pas de liste. Alors, mon espoir de retourner chez mes citoyens qui m'ont élu, de les demander de me faire confiance encore une fois. C'est ça mon espoir, mon
défi aussi. Depuis après 9 mois d'être présidente, c'est une responsabilité, c'est aussi un privilège que j'espère à continuer pour un an et demi pour représenter tous les citoyens de tous les groupes politiques dans ce Parlement et dans l'Europe. Merci Roberta Metsola. Merci beaucoup Roberta Metsola. Rappelons effectivement que le mandat du président ou de la présidente du Parlement européen, c'est 2 ans et demi avant de remettre en jeu donc le mandat. Merci Roberta Metsola. Merci Paul Germain, correspondant Europe de TV5 Monde pour cet entretien exclusif donc sur TV5 Monde.